Bonjour tout le monde, donc c'est moi qui commence. Donc moi c'est Thomas. Petit chrono. Hop. Merci pour l'invitation, je suis ravi d'être là. Je suis designer numérique, chercheur sur les questions d'éco-conception dans les interfaces. Je suis membre de Designer Éthique et cofondateur du projet Limite Numérique dont je vais vous parler. Avant de vous parler de pistes et d'inspiration pour un autre design numérique qui soit écologique, j'aimerais juste rappeler que le numérique, comme toute infrastructure numérique, comme toute infrastructure technique, pardon, est bel et bien matériel et produit donc des impacts. On pourrait parler de l'extraction des matières premières dans des mines industrielles de plus en plus gigantesques, de la pollution des sols, de l'air, de l'eau et des conséquences sur les populations, la faune, la flore, sans oublier l'exploitation de 40 000 enfants dans l'extraction du cobalt dans des mines artisanales. Voilà, si on les mettait dans des bus qui ne vont pas à l'école, mais dans des mines, et évidemment des violences physiques et sexuelles sur ces populations. On pourrait parler des câbles sous-marins, qui font à eux seuls 35 fois le tour de la Terre. On pourrait parler de la fabrication des terminaux, de plus en plus nombreux et puissants, et dont la durée de vie n'est pas bien grande, alors même qu'ils sont impossibles à véritablement recycler tant la concentration en minerais y est faible. On pourrait parler des data centers, qui aussi de toujours plus nombreux, qui consomment en moyenne l'équivalent en électricité d'une ville de 25 à 100 000 habitants, et en une quantité d'eau importante pour les refroidir. Pour les plus grands, on peut compter 800 baignoires d'eau pleine par heure, qui soient en pleine ville ou en plein désert de l'Arizona. On pourrait rappeler qu'au niveau mondial, le numérique représente 4% des gaz à effet de serre et qu'il croît de 6% par an, ce qui en fait le secteur le plus rapide en termes des gaz à effet de serre. On pourrait rappeler que si on ne fait rien de plus qu'aujourd'hui, l'empreinte du carbone du numérique en France triplerait d'ici 2050. On pourrait parler de tout ça, mais certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le sujet. Vous allez m'accuser d'avoir pourri votre journée, donc j'ai mis un petit chien mignon dans cette présentation. Alors, en ce qui concerne les leviers, bien que la majeure partie des impacts du numérique soient liés à la fabrication, 80% des gaz à effet de serre en France, et en particulier les terminaux, il ne s'agit pas juste de faire des appareils recyclables, réparables, reconditionnés. Les choix dans nos interfaces, les choix de fonctions, les sites plus lourds et nos applications jouent sur l'obsolescence, puisqu'elles sont plus consommatrices en données et en énergie, et jouent sur le renouvellement des appareils, des terminaux, en les saturant, leur demandant toujours plus de capacité de calcul. On finit alors par les changer pour des plus puissants, en même temps qu'on augmente la taille et la capacité de l'infrastructure, réseau, data center, qui en retour permet des usages plus consommateurs et demande des appareils plus puissants, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le paradigme de la corne d'abondance. Bien que les avancées techno permettent des gains d'efficacité sur nos appareils, ces gains sont toujours gommés par un usage plus intensif et consommateur. D'ailleurs, fun fact, à la sortie de l'iPhone 15, la page d'accueil web pesait autant que l'ensemble du système d'exploitation Windows 95. Avec des designers, des chercheurs et chercheuses en informatique et en design, on a monté Limite Numérique, qui est un projet de recherche pour penser un numérique écologiquement contraint. C'est un consortium inédit en partenariat avec des structures comme le CNRS, l'Université de Strasbourg et bien sûr Designer Éthique, qui s'inscrit dans un paysage du Green IT où la question des nouvelles formes d'usage et de design est assez peu traitée. Et ce qui nous intéresse, c'est comment la forme du numérique dans nos mains nous permet, chacun, chacune, de comprendre et choisir de manière éclairée nos usages numériques. Alors, à force de veille, d'échanges auprès des acteurs numériques, on s'est rendu compte que les actions se cristallisent bien souvent autour de mêmes leviers, reconditionner, recycler, mesurer. Et donc on a essayé d'explorer, puis de formaliser dans 2 bases de données, près de 24 leviers de réduction des impacts du numérique, et plusieurs centaines d'inspirations dans ce qu'on appelle une inspirothèque. On y parle de plein de choses, on y parle de sites web illustrés avec des caractères textuels,
de comment les jeux vidéo des années 70-80 arrivaient à faire beaucoup dans des mémoires très limitées. Encore un fun fact, mais Super Mario, c'était 40 kilooctets. L'image que vous voyez, qui est plutôt bien optimisée, elle fait 3 fois plus que le jeu vidéo en termes de poids. On parle de circuits imprimés sur une base de cellulose, de comment l'électronique peut être pensée pour que les gens comprennent comment les réparer, de junkyard computing, qui est une manière de faire avec les rebuts du numérique. Ici, c'est un serveur sur batterie avec des vieux téléphones et plein d'autres trucs. Bon, parmi tout ça, j'ai sélectionné 4-5 leviers qui pourraient donner des idées au design. Je vais essayer de montrer non pas des bonnes pratiques, mais ce n'est pas une formation à l'éco-conception, mais plutôt des choses différentes, créatives, originales. Bref, un alter design écologique. Alors c'est parti. Alors, premier levier, faire des interfaces sensibles qui parlent de leur empreinte. Le numérique, dans ces interfaces, ces icônes, ces mots, se représentent comme virtuels, immatériels, sans friction. La métaphore, par exemple, du cloud, un nuage, est un peu l'un des exemples les plus frappants. Ces choix ont un impact, conscient ou non, sur la manière dont on perçoit le numérique et ce qu'on y fait. Il s'agit donc de remettre sous nos yeux les impacts et l'infrastructure du numérique dans son design, son graphisme, son vocabulaire, de faire de la pédagogie par les interfaces elles-mêmes. Donc on peut transformer cloud pour dire graphiquement que c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre, mais aussi repenser toutes les icônes et illustrations qui véhiculent une légèreté sans friction. Dans un autre cahier d'idées, on a expérimenté de changer l'icône de lecture, donc le triangle, par une icône de téléchargement, parce que c'est ce que fait réellement votre appareil, pour questionner. Ou encore de rendre visible le poids des choses, le poids des contenus. Pourquoi ? Parce que je l'ai dit, ce poids a une incidence directe, indirecte, sur l'infrastructure. Donc ça peut être dans les interactions, comme cette idée un peu pour rigoler de Nils Adessay, de faire des drag and drop de fichiers plus ou moins fastidieux selon le poids. On peut aussi imaginer le poids des sites. On a fait un cahier d'idées sur un navigateur écologique aussi, sur le poids la graisse de l'URL change en fonction du poids des sites sur lesquels on va cliquer. Deuxième grand levier, saisonnaliser le numérique. Donc, on voit souvent le numérique comme quelque chose de disponible partout, tout le temps, sans friction. Pourtant, les infrastructures qui les constituent sont sujettes à des variations dans le temps. Des pics de consommation peuvent saturer ou faire tomber les réseaux s'ils ne sont pas calibrés pour. L'énergie nécessaire à son fonctionnement peut être limitée ou trop carbonée. Les data centers doivent aussi dépenser d'autant plus d'énergie ou d'eau en période de canicule pour se refroidir, ajoutant en fait au stress hydrique des territoires en période de sécheresse. Derrière ce levier de saisonnalisation numérique, il y a l'idée d'assumer que le numérique n'a pas le même impact selon le moment où on le consomme, que vouloir le numérique, le meilleur du numérique tout le temps a un coût, puisque le réseau, les serveurs, les antennes sont conditionnés pour absorber l'activité maximale et qu'ils peuvent tourner en sous-régime, la nuit ou en basse saison. Donc un design déprécié de l'intermittence peut donc permettre cette adaptation et changer notre vision d'un numérique qui est un peu toujours au top. Dans Branch, donc je vais donner un peu des exemples. Branch Magazine, c'est un site web qui déprécie ses médias selon si le mix électrique du lieu de consommation du site est plus ou moins carboné, donc plus d'énergie renouvelable nucléaire vs centrale à charbon, mais laissant tout de même le choix aux internautes de changer s'ils le souhaitent. Apple, aux États-Unis, a un paramètre qui permet de charger son téléphone quand l'énergie est moins carbonée. On a aussi Tom Jarrett qui propose un Network Responsive Web Design, c'est-à-dire que des sites web dont le contenu s'adapte si on est en 4G ou en Wi-Fi, vu que la 4G est plus consommatrice en énergie et surtout peut peser sur les forfaits mobiles. On peut aussi imaginer des services hors ligne ou dépréciés quand il fait le plus chaud, par exemple, pour alléger la charge sur les serveurs. On a aussi Solar Protocol, qui propose d'héberger des sites web sur différents serveurs dans le monde, alimentés par l'énergie solaire, et l'adresse du site change en fonction du serveur le plus ensoleillé. Alors, comment réduire ou limiter le flux, le poids ou le besoin de puissance? Alors, pas juste du côté dev, mais bien du côté aussi design ou idée de service, ou idée tout court.
nos connexions actuelles sont démesurément plus rapides qu'avant, mais nos contenus sont plus lourds et la puissance nécessaire à leur fonctionnement bien plus importante. Donc on a déjà parlé de ces effets sur l'obsolescence. Évidemment, il y a plein de bonnes pratiques pour réduire le poids des sites web, des logiciels, compresser ses images, ne pas faire de lecture automatique de vidéos. Mais je ne vais pas en parler. Je vous renvoie vers le guide d'éco-conception de designer éthique. Regardons un peu d'autres choses. Donc j'ai pris quelques exemples. Certains proposent par exemple des manières de faire des contenus qui ont une date de péremption. Il y a Dalkia du groupe EDF qui donne une date de diffusion dans un hashtag et il y a un bot derrière qui vient supprimer les contenus. Il y a le réseau social Mastodon qui propose à ses utilisateurs de supprimer automatiquement les posts les plus anciens et alléger ainsi la charge sur les serveurs. On a le site du Low-Tech Lab qui supprime les photos de ses blogs depuis de ses posts de blog qui ont plus de 4 mois, puisqu'en fait, ils n'ont plus forcément lieu d'être. On a aussi, peut-être ne pas charger les contenus. Dans un cahier d'idées, on proposait que les images du navigateur web ne se téléchargent qu'au passage de la souris, après une certaine durée paramétrable, parce que peut-être qu'on n'a pas besoin des images de gens qui rigolent quand on achète des billets de train. À l'inverse, il est aussi possible de limiter la création de contenu elle-même. Minus, c'est un projet de réseau social où vous disposez de seulement 100 posts dans toute votre vie, incitant à se poser la question, est-ce que ce post vaut la peine d'être publié ? Et enfin, on peut avoir une réflexion sur des manières plus légères de présenter une information, comme faire des graphiques de données en texte, glyphes, emoji, plutôt qu'en JPEG, vous en avez peut-être vu dans la presse plus haut. On a un lien là, si vous voulez en chercher d'autres. Accompagner des usages et services moins numériques ou qui fonctionnent avec des technologies plus low-tech, plus sobres, avec de plus vieux appareils, type des dumb phones, Nokia 3310. Il s'agit ici de se demander si nous avons réellement besoin de tout connecter, mettre dans le cloud, automatiser, et se poser la question de ce qu'on gagne ou ce qu'on perd en termes d'accessibilité, cybersécurité. Un exemple, le scénariste du film Dune travaille sur un très vieux PC dont la mémoire ne dépasse pas 40 pages et le contraint créativement tout en évitant déconcentration et potentielle fuite de données. C'est peut-être un peu radical, mais c'est un bon exemple d'avantages convergents à ne pas utiliser forcément les dernières technologies. Annelle Beignon, qui est doctorante chez Limite Numérique, a travaillé sur le design de services publics en Suède, fonctionnant par l'envoi de simples SMS, comme acheter un ticket de bus. Faire ce choix, c'est aussi permettre à toutes et tous, dans un souci d'inclusivité, d'accéder à des services avec des appareils qui ne sont pas forcément dernier cri. Il y a donc un enjeu où de nombreux appareils sont mis au rebut, puisqu'ils ne sont plus utilisables, mais aussi car il nécessite de se connecter à des services en ligne. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, c'est ce petit appareil qui permet d'écouter sa musique sur Spotify, ne fonctionne plus puisqu'en fait le service va être arrêté. Alors que d'un autre côté, vous pouvez très bien allumer une Nintendo 64, jouer à des jeux, parce que ça n'a pas besoin de se connecter à un serveur qui n'existe plus. Et en fait, dans un article, Plume, l'auteur Plume, imagine l'ordinateur qui dure 50 ans. Il y a plein d'idées, il y a notamment l'idée de privilégier des usages en ligne. Aujourd'hui, il y a quelques versions en ligne de services, mais ils sont rares, mais il y a encore un peu des idées. Il y a Wikipédia qui a sa version en ligne, il y a le forum Stack Overflow, on a même Firefox qui propose des outils de traduction web localement des pages et pas faire appel à des serveurs. Enfin, il existe aussi un courant de l'informatique inspiré de la permaculture qui s'appelle le permacomputing. Le permacomputing, ça réfléchit bien sûr à une informatique moins impactante, mais aussi à une diversité de techniques propres à leur territoire, à ses ressources minières, énergétiques. C'est le cas, on pourrait le mettre dans cette catégorie-là, du célèbre site Solar Low Tech Magazine qui est basé à Barcelone, hébergé sur un serveur à énergie solaire. Énergie forcément très présente à Barcelone, et dont le design soutient ce choix technique. On pourrait parler aussi, certains parlent de vernacular computing, qui est plus l'idée de répondre à un besoin local, avec des ressources locales, qu'elles soient matérielles, humaines, économiques.
Par exemple, nous on a fait la station des savoirs paysans, j'ai créé avec le studio Praticable pour une ferme paysanne. En fait, on a créé un réseau Wi-Fi local mobile à partir de ressources numériques et autres trouvées sur place qui fonctionnent pour les besoins de la ferme et héberge un outil de documentation hyper simple, donc non connecté au web, à utiliser en se connectant sur son smartphone à la station. Donner le contrôle, alors j'aurai juste le temps. Ok. Donner le contrôle pour moduler ses usages numériques. Alors il s'agit ici de donner dans les mains de toutes et tous la capacité de paramétrer son numérique, le reprogrammer, le déconnecter, le régler, bref, de redonner du contrôle. Parce qu'à quoi bon parler de l'impact de la vidéo s'il n'est pas possible de n'en télécharger que le son quand on écoute de la musique sur YouTube? À quoi bon rendre visibles les impacts s'il n'est pas possible de moduler les usages derrière? Pour ce levier-là, je vais prendre un peu plus de temps, puisqu'il se trouve qu'on a mené un travail complet sur la manière dont les applications mobiles nous permettent de régler et d'avoir la main ou non sur ce qu'elles calculent, envoient de données, orientent de nos usages. Et les paramètres sont ce qui incarne cette malléabilité. Et ces enjeux sont d'autant plus forts sur mobile, là on a plutôt tendance à réduire les marges de manœuvre. Donc on a fait une enquête. On a fait une enquête sur la paramétrisation écologique sur mobile, puis un cahier d'idées. Je vais un peu détailler sur le temps qui me reste pour vous montrer comment un simple élément d'interface, le paramètre, qui lui-même est l'un des nombreux outils d'un seul levier, donner le contrôle, comment ce simple élément peut faire l'objet d'une recherche de nouvelles formes de design. Donc voici quelques enseignements clés de cette recherche. Et voilà. Alors, premier enseignement de cette recherche sur les paramètres, c'est qu'il y a une absence d'intention écologique dans la paramétrisation. Bien que certains paramètres puissent avoir des effets écologiques, directs ou indirects, ils ne sont jamais pensés avec cette intention. Un paramètre n'existe que dans une approche performative du numérique. Par exemple, la qualité d'image se retrouve toujours dans affichage, performance, accessibilité, mais jamais écologie. Il y a là un enjeu de présentation lexicale et graphique de ces paramètres pour les intégrer dans une pratique de sobriété numérique. Deuxièmement, s'il y a réduction, elle est très souvent présentée comme une version dépréciée des performances maximales que peut nous offrir la technologie. Par exemple, le bouton de la COP28 permet de basculer de la version bas carbone à la version expérience complète. Donc ils opposent écologie et expérience complète. Comme si cette dernière était réellement la vraie expérience, alors que la rapidité de la version légère pourrait être une vraie expérience. Deuxièmement, une compréhension réduite des effets des paramètres. En gros, le vocabulaire simpliste et parfois ambigu nous empêche de savoir ce que fait réellement un changement de paramètre, et donc d'entrevoir son potentiel effet écologique ou consommateur. Sur Spotify, vous avez peut-être essayé, mais il est difficile de percevoir l'effet du changement de qualité des morceaux sur le poids et même la qualité. Parce qu'en fait, même la différence entre une qualité sonore haute et très élevée est imperceptible à l'oreille humaine. Sauf si vous avez un casque à 3 000 € et vous êtes très très fort. Et rien ne nous permet au moment du paramétrage de se rendre compte, d'expérimenter cette qualité et ce poids. Donc on a fait des choses comme ça, dans les pistes de solutions, c'est peut-être de travailler sur l'aspect visuel des paramètres ou leur interaction pour comprendre les effets au moment où l'on paramètre, l'effet écologique ou tout simplement technique. Par exemple ici, d'indexer l'ordre de grandeur du poids d'un contenu sur le temps nécessaire à la validation du paramètre. Plus la qualité est grande, plus il faut rester cliquer longtemps, des choses comme ça. Troisièmement, le choix par défaut des paramètres, donc que vous choisissez, concepteur et conceptrice, est toujours l'option la plus consommatrice et performante, la plus consommatrice en énergie et en données. Ce choix par défaut est d'autant plus important que peu de personnes prendront le temps de modifier ces paramètres, et ce choix répété sur des millions d'appareils peut avoir un impact important. Sur cette image à gauche, c'est la résolution par défaut des photos, et toujours celle qui possède le plus de mégapixels, bien que la qualité dépende finalement plus du capteur que du nombre de pixels. Dans les pistes, évidemment, il faudrait que le choix par défaut soit celui de la sobriété, mais on a ici imaginé plein d'autres choses. Choisir son propre par défaut, par exemple, c'est-à-dire de faire en sorte
que l'état d'un paramètre revienne toujours à mon par défaut au redémarrage d'une application, d'une durée, de sorte que si jamais j'oubliais de remettre le mode plus sobre, il revienne tout seul. Par exemple, que le Bluetooth se désactive automatiquement après minuit, qu'une qualité basse de l'appareil photo revienne après un verrouillage de l'écran, etc. Quatrièmement, une accessibilité et une dispersion confusante. Donc, de manière générale, trouver un paramètre, c'est difficile. Ils sont lexicalement et formellement différents entre les applications, ce qui demande un effort de réadaptation constant. Et c'est un problème dans la mesure où les paramètres pourraient permettre des pratiques écologiques. Sur Twitter, par exemple, la qualité des images est dans une page très éloignée, et dans un nombre de catégories un peu confusantes. Dans les pistes, ce qu'on proposait, par exemple, c'est de dire, donc l'image de gauche, c'est de renommer les paramètres pour mieux les retrouver, penser à eux ou les rendre plus accessibles pour les néophytes. Le mode avion n'est pas obligé de s'appeler mode avion, dans la mesure où très peu l'utilisent pour de l'avion. Il peut s'appeler économie de batterie, déconnexion. Mais aussi, on pourrait le renommer pour, je sais pas, mes grands-parents qui ont un peu du mal avec les technologies, tiens, ce paramètre, ça s'appelle batterie nulle qualité nulle quand tu n'as plus de batterie. Sur l'image de droite, on imagine comment construire ses propres moyens d'activer automatiquement des paramètres avec une combinaison de boutons, un geste, un capteur. Par exemple, que l'image d'une vidéo se désactive si je retourne mon téléphone et ne télécharge que le son. Si j'ai une mauvaise connexion, il y a automatiquement des paramètres qui se mettent en place. Si j'atteins un certain niveau de données mobiles, bref, etc. Bref, de paramétrer la manière de paramétrer pour faciliter son usage. Et on a aussi plein de choses. On a imaginé des paramètres pour des smartphones, pour vivre avec des téléphones qui vieillissent, parce qu'en fait, l'impact principal, c'est la fabrication. Donc on peut imaginer comment des paramètres permettent de continuer à vivre avec un téléphone aux fonctions dépréciées, cassées. Alors il y a des choses qui existent, par exemple sur iPhone, si vos boutons physiques sont cassés, vous pouvez paramétrer un bouton virtuel sur l'écran pour les remplacer. Mais ça pourrait être des paramètres qui permettent de fonctionner avec une partie de l'écran cassée. Par exemple, on a imaginé des interfaces qui sont paramétrables pour que les boutons importants ne se retrouvent pas sous la zone d'écran cassé. Bref, je vais m'arrêter là. Il y a plein d'autres idées à voir sur notre site. J'espère que vous avez compris un peu la logique. Et comment on peut partir d'un seul levier, donc là, donner le contrôle, et d'un seul objet, le paramètre, comment le design peut ouvrir de complètes nouvelles voies d'usage, de formes, de techniques. Donc il y a 20 autres leviers qui ne concernent pas que le design, vous pourrez aller voir, que je n'ai pas traité. Et donc pour aller plus loin, on a la newsletter Limite Numérique, vous pouvez aussi nous choper sur les réseaux sociaux. Je laisse le QR code de la présentation, vous pourrez retrouver tout. Voilà, merci de m'avoir quitté.